Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Monde de Nerd. Alors aujourd'hui, on en a marre de rester enfermés comme des geeks. Alors on va dehors à la découverte du monde, comme des geeks. Et oui, vous êtes jamais baladé dans une rue en vous disant qu'elle ferait une super arène pour votre FPS favori? Vous vous êtes jamais retrouvé dans un lieu qui vous est pensé un décor de film? Peut-être même êtes-vous allé exprès dans un lieu qui a servi à un tournage? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Cette sensation étrange, l'impression de n'être ni tout à fait dans la réalité, ni tout à fait dans la fiction, le plaisir de toucher de manière concrète un lieu qui n'était pour nous qu'un espace imaginaire. L'influence de la fiction sur notre regard porté sur l'espace réel est énorme, et encore plus quand on est fan. D'ailleurs, en parlant de fans, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça nous aide énormément. Allez, on embarque, sortez vos belles chemises à fleurs, votre appareil photo en bandoulière, les chaussettes dans les sandales, et n'oubliez pas le guide, on va faire du tourisme. Et si l'imaginaire fictionnel ou autre changeait notre rapport à l'espace? C'est vrai, on a déjà parlé dans cette émission de mondes fictionnels imaginés comme territoire par des fans. Les geeks que j'ai pu interroger par le passé étaient nombreux, par exemple, à parler de leur œuvre préférée, non pas en termes de support, genre un livre ou un film, mais en termes d'espace, genre un univers ou un monde. Mais qu'en est-il de l'espace concret et matériel dans lequel nous vivons? Est-ce qu'en retour, il peut être transformé par la fiction? Alors sur le premier cas, plusieurs études existent. Il y est question de la manière dont les passionnés d'univers fantastiques se plongent dans ces mondes faits de cartes, de langues, de vastes territoires. Dans le domaine du jeu vidéo, c'est un courant de recherche à part entière. Jérémy Valentin a même écrit une thèse sur la géographie des espaces virtuels. Cependant, il n'y a pas encore beaucoup de travaux sur ce qu'être fan fait à notre espace de vie concret. Pourtant, aujourd'hui, dans le domaine du numérique, les chercheurs ont tendance à envisager le phénomène de la vie en ligne comme inséparablement imbriqué dans notre vie quotidienne, et non pas comme bien séparé, comme on pensait à la virtualité avant. On peut dire la même chose pour notre vie fictionnelle, en particulier quand c'est un élément important de notre définition de soi. On connaît aussi bien l'appartement des personnages de Friends que l'appartement de meilleurs amis, et on connaît parfois mieux la carte de Westeros dans Game of Thrones que la carte de département français. Alors essayons donc de lancer les pistes sur ce sujet. On peut déjà partir du principe que la fiction contemporaine est une grande créatrice d'espaces imaginaires, villes futuristes, univers lointains, niveaux de jeux vidéo, etc. Et cette création fictionnello-spatiale, non seulement s'inspire des recherches faites dans l'espace réel, mais aussi dans l'autre sens, peut aider à penser les territoires concrets. D'ailleurs, je laisse la parole à un spécialiste, Philippe Gergoff, qui va vous donner quelques informations à ce sujet. Salut, c'est Philippe pour ce petit tapage d'incruste dans Postmodem. Merci à vous de l'invitation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont la fiction, la pop culture, nourrit la pratique urbanistique. Moi, j'observe à peu près 3 niveaux d'interaction entre pop culture et urbanisme. Le premier niveau d'interaction que je vois, c'est ce que l'urbaniste Serge Wachter appelait le pouvoir de révélation de la culture populaire. Là, l'idée, c'est de partir du principe que les créateurs, les créatrices, les artistes sont le reflet de leur époque. Ils sont imprégnés des représentations de leur époque. C'est valable sur les domaines sociologiques, psychologiques, et c'est donc aussi valable pour les représentations de la ville et la pratique urbanistique. Pour nous autres, ça va être extrêmement intéressant puisque ça va permettre de mettre en lumière des tendances, des pratiques émergentes, là où, par exemple, on ne les verrait pas forcément apparaître dans les travaux académiques ou les enquêtes de terrain. On pourrait trouver plein d'exemples, mais à titre perso, mon préféré, c'est la représentation de la violence urbaine dans les années 80-90. Que vous preniez Gotham City, Streets of Rage, je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir, ces espèces de ruelles sombres dans lesquelles la délinquance punk était à son plein. Et en fait, c'est ce qui explique plein de dynamiques, notamment la dynamique d'exil des classes moyennes à cette époque vers le périurbain. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui parce que cette dynamique s'est inversée à partir des années 2000 avec ce qu'on appelle le retour en ville des classes moyennes, ce que l'on appelle aussi la gentrification. Mais justement, c'est en regardant la pop culture de cette époque qu'on permet de comprendre pourquoi est-ce que, à ce moment donné, les gens avaient cette image de la ville comme étant violente, quelque chose qu'aujourd'hui on a complètement perdu de vue. Le deuxième niveau, pour rester dans la même veine, on pourrait l'appeler pouvoir d'inspiration. Là, l'idée, c'est d'aller puiser, d'aller s'inspirer en tirant parti de cette pop culture foisonnante pour essayer de penser différemment des réflexions urbanistiques sur lesquelles on bloque. Parce que mine de rien, les urbanistes, les promoteurs, les acteurs urbains, c'est pas forcément des gens créatifs en soi. Et donc d'aller regarder ce que font des artistes et des créateurs, des créatrices, ça peut être intéressant pour renouveler un peu leur imaginaire. Par exemple, chez Pop-Up Urbain, on a une grande passion pour la manière dont les mangas et les animés représentent la crise des villes moyennes et les réponses qu'on peut y apporter. Parce qu'évidemment, au Japon, il y a un grand problème aujourd'hui de désertification du rural et des petites villes. Et bien ça, c'est intéressant parce que derrière, on peut aller puiser là-dedans pour avoir des idées qui ne seront peut-être pas directement applicables dans le contexte français, mais qui peuvent quand même inspirer les élus des petites villes qui connaissent des crises pour essayer d'avoir des idées un peu novatrices. Le
troisième niveau, on va l'appeler pouvoir de projection. L'idée que des artistes vont parfois se projeter dans des futurs possibles, scénariser des futurs potentiels. Là encore, c'est valable dans plein de domaines et notamment pour l'urbanisme. Le problème, c'est quand on confond inspiration et projection, et qu'on va puiser de l'inspiration dans des œuvres par exemple de science-fiction. Parce qu'entre le moment où l'artiste imagine un futur possible et le moment où un élu va s'en inspirer, il y a souvent un gouffre géant, et la réalité rattrape souvent la fiction. Et dans le même genre, je pourrais vous citer le monorail, autre figure urbaine qui a considérablement marqué le XXe siècle et qui continue à être popularisé. Je vous recommande l'épisode des Simpsons, Marge vs The Monorail, qui est probablement le plus bel exemple de réflexion urbanistique dans une pop culture, en tout cas l'un de mes préférés. Voilà pour ces petites réflexions que je voulais vous partager. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses à dire, mais là j'ai plus le temps, il faut que je cède la parole à David qui a beaucoup de choses passionnantes à vous raconter. Si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Pop-Up Urbain, Philippe Gargoff, à venir un peu interagir avec nous, on parlera de SimCity 2000 si vous en avez envie. Moi je vous dis à très bientôt, en tout cas, quels que soient les réseaux. Merci encore de l'invitation. Merci beaucoup Philippe pour ton intervention. Je vous mets en description le lien, allez y jeter un œil, ça vaut vraiment le détour. Alors pour en revenir à la question de l'espace fictionnel, le chercheur américain Henry Jenkins, dans un article resté célèbre, explique que selon lui, le travail de game design d'un jeu vidéo relève avant tout de l'architecture. Et de la même manière, des consultants en espace urbain ou en design d'objets et d'interfaces numériques bien réels sont très souvent demandés pour ajouter un sentiment de réalité à des mondes imaginaires. On peut penser notamment au fameux Sid Mead, architecte et designer qui a pensé le Los Angeles futuriste de Blade Runner. Et cette interrelation qui brise le cliché de fiction et réalité comme étant deux mondes totalement séparés, fait que la fiction peut alors déborder de son cadre et que des lieux bien réels peuvent être abordés avec un nouveau regard. Les gamers savent bien de quoi je parle, puisque tous se sont au moins une fois retrouvés face à un lieu qui leur rappelait des mécaniques de game design. C'est d'ailleurs devenu un mème célèbre sur internet, et il se nomme Only Gamers Will Understand. D'ailleurs, cette expression « seuls les gamers comprendront » permet de mettre en avant ici une idée centrale. Non seulement l'espace réel peut faire l'objet de projections issues du monde imaginaire, mais comme tout le monde ne portera pas ce regard, il faut un bagage, une connaissance, des skills. Alors ça permet de s'approprier cet espace, de le rendre sien, ou au moins appartenant à sa communauté. Tout le monde ne verra pas ce que nous voyons, et tant mieux. On va donc pouvoir trouver de l'authenticité et de l'unicité dans ces espaces partagés. Ce qui est exactement ce que font les fans en s'appropriant des objets issus de la pop culture, pour en faire un élément de distinction, de mise en avant des différences et d'affirmation de son identité. Après, bien sûr, comme dans tout système de ce type, des petits malins vont l'exploiter, tout ça pour en faire de l'attraction touristique. Mais le tourisme de l'imaginaire peut être simplement un regard posé sur un lieu pour le rendre un peu plus magique. Parce que cet espace est celui où on s'est immergé dans une histoire. Pour parler de ce phénomène, utilise l'expression fan pilgrimage, soit pèlerinage de fans, en référence bien sûr au pèlerinage religieux. On a vu quand on a parlé de films cultes que le vocabulaire religieux est très utilisé pour parler des fans. L'idée selon elle est de retrouver une émotion ressentie face à une fiction en se confrontant à ce qui concrètement se rapproche le plus de son cadre de déroulement, de sa diégèse. C'est-à-dire qu'on va dans un lieu réel pour ressentir le frisson de l'imaginaire que ce lieu nous évoque. Se balader autour des fameux escaliers du film Joker, c'est se rapprocher concrètement de l'univers du film et prolonger notre expérience de spectateur. Rebecca Williams relie cela aussi aux fans qui font des circuits autour des maisons de stars à Hollywood et sont ravis de voir à quoi ressemble la cuisine de Brad Pitt ou le jardin de Lady Gaga. Mais pour elle, l'émotion n'est pas la seule chose que l'on cherche à trouver. On peut aussi trouver de l'authenticité. Le fait d'y avoir été, d'avoir touché, donne aux fans qui ont fait cet effort une sorte d'aura, un truc en plus qui permet de s'affirmer. Prenons un exemple concret. Plusieurs de mes amis sont allés en Nouvelle-Zélande, et il est amusant de voir à quel point le regard sur ce pays est différent selon les personnes. Parmi eux, un jeune couple de gros voyageurs a déjà fait plusieurs fois le tour du monde, et passe son temps, dès que c'est possible, à barouder avec un sac à dos aux quatre coins de la planète. Pour eux, la Nouvelle-Zélande était un lieu de plus à leur palmarès. Ils m'ont parlé de la différence avec l'Australie, pourtant si proche, de la cuisine locale et de la qualité de vie du pays. D'autres amis sont allés aussi dans ce pays, moins voyageurs, moins habitués à comparer les visites, et sont partis sur des périodes plus courtes. Et la première chose qu'ils m'ont dite, c'est « Waouh, c'est vraiment un terre du milieu, c'est dingue !» Cette phrase, d'ailleurs, m'avait déjà été dite par quelques-uns de mes enquêtés qui avaient fait le voyage. Bien sûr, ils me parlaient à moi, en sachant que cette remarque allait me plaire, mais aussi parce qu'eux-mêmes étaient des fans, des passionnés, et que la rencontre entre cette terre bien réelle et leur imaginaire lié au film de Peter Jackson était l'une des raisons du voyage. Ils ont regardé ce pays
comme une incarnation, une trace d'un monde fictionnel jamais véritablement accessible. Et ils en ont gardé une fierté dans leur rapport aux autres fans. Ce regard touristique, variable, conditionné au nom par la fiction, relève de ce que le chercheur anglais John Urry nomme le tourist gaze, ou regard touristique. C'est-à-dire un regard qui n'est pas juste un acte de perception, mais aussi un acte performatif, qui construit le réel que l'on observe par une interprétation subjective. Par exemple, certains iront visiter le désert tunisien pour trouver la solitude et des paysages apaisants, d'autres iront tout simplement retrouver là les décors de Star Wars. En cela, on peut rapprocher ce concept de tourist gaze de celui de male gaze, très utilisé dans les théories féministes pour parler de la manière dont les fictions sont construites pour convenir à un regard masculin. Les tourist studies, et oui ça existe, ont par exemple montré largement que le tourisme, les vacances à l'étranger, ont peu tendance à nous faire changer les représentations que l'on a d'un lieu. Au contraire, nous plaquons ce que nous savons déjà sur le territoire et ainsi nous le construisons et nous l'exotisons. Oui, là on est sur un verbe qui n'existe pas. Pour qu'il corresponde par exemple à nos attentes de dépaysement. C'est la raison pour laquelle Claude Lévi-Strauss, le fondateur de l'anthropologie structurale, commence son livre Triste Tropique par « Je hais les voyages et les voyageurs ». Il dénonce cet attrait du lointain, où l'on ne va chercher que de l'étrange pour changer d'air, sans voir ce qui est commun et ce qui ne rentre pas dans le cadre. Et au retour, le fait d'avoir été sur place donne une certaine autorité. Mais si, j'y suis allé, ça se passe vraiment comme ça, qui ne fait que renforcer les stéréotypes. Ah, les repas de famille à base de... Ah si, l'arabe il adore négocier, hein. On a fait Marrakech l'année dernière, on est allé dans le souk, eh ben si tu négocies pas pour les babouches, il est pas content. Qui nous sommes, d'où l'on part et d'où l'on parle, sont autant d'éléments qui vont conditionner ce qu'on va voir. Comment on va interpréter les choses. C'est d'ailleurs pareil avec la fiction, qui peut prendre des tas de sens, et qui, comme le voyage touristique, est une forme de parenthèse, de loisir, où l'on cherche souvent de l'ailleurs pour respirer un peu. Alors être fan ne peut que changer notre vision des territoires qu'on visite. J'ai moi-même vécu ça assez souvent. Tout jeune, par exemple, en voyage en Tunisie avec mes parents, j'ai insisté pour qu'on aille visiter la ville de Tataouine, pour une seule et unique raison, son nom a inspiré la planète Tatooine dans Star Wars. Plus tard, quand je suis allé à New York, ma première impression était clairement d'être dans une série télé. Mon contact privilégié avec cette ville était en effet des fictions, comme Sex and the City, Seinfeld, Friends ou encore How I Met Your Mother. La plupart n'étant d'ailleurs pas du tout tournées là-bas, mais à Los Angeles en studio. Certaines autres personnes m'ont dit qu'elles se sentaient dans un film de Woody Allen, par exemple, ou dans les décors d'un film catastrophe. Mais en tout cas, il est dur de ne pas y voir des liens avec des expériences fictionnelles. Et cela fait clairement partie du plaisir, celui d'avoir l'impression d'y être, de croiser des fantômes fictionnels, et des lieux empreints de nos émotions et de nos attachements de fans. Pour un fan, avoir parcouru, foulé les lieux évoqués dans la série, le film, le jeu, est un plaisir ineffable. Bien sûr, il s'agit là encore d'un gaze, d'un regard biaisé sur la réalité, mais celui-ci est inévitable. Et si l'on sait qu'on parle de fiction, on sait qu'on joue, qu'on s'amuse avec la réalité, pas qu'il s'agit d'une image pleine d'acuité d'un territoire. Et si on joue à fictionnaliser un territoire réel, on est conscient des limites de l'exercice. On ne cherche pas à trouver une authenticité artificielle, alors que dans le tourisme, on passe son temps à chercher des lieux authentiques qui n'existent souvent que pour les voyageurs. Ouais, c'est pas faux. De plus, comme je l'ai dit, pour un ou une fan, c'est non seulement éprouver le sentiment agréable de brouiller les frontières, mais aussi un gage de gagner du galon dans la communauté. C'est ce que dit très bien Matt Hills dans son ouvrage Fan Cultures. Dans un chapitre consacré à cette question, qu'il se nomme Cult Geography, il raconte comment les fans d'X-Files en particulier, et de séries en général, ont changé la ville de Vancouver, lieu de tournage de beaucoup de séries, en visitant régulièrement des espaces auparavant considérés comme peu intéressants dans cette ville, jusqu'alors peu touristiques. Par exemple, l'asile psychiatrique de la ville, qui est devenu un lieu de pèlerinage parce que s'y passe un épisode important de la série. Alors qu'en soi, le bâtiment n'avait jamais attiré beaucoup de visiteurs, en dehors des patients bien sûr. De ce fait, non seulement la ville s'adapte à ce qu'ils nomment un pèlerinage symbolique, mais en plus, pour les fans, c'est un moyen de raconter à leurs amis « j'ai été sur place » et de regarder les autres ouvrir des grands yeux émerveillés qui rappellent la force de la matérialité. Le fan devient lui-même le sujet et l'objet de sa propre distinction. Il est l'objet collector, la rareté, qui vient de là-bas et permet aux autres d'avoir quelques degrés de moins de séparation avec l'objet de passion. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, il est alors possible de conserver une trace partageable immédiatement de notre présence en ces lieux. C'est tout l'intérêt de la selfie. Ouais, je dis la selfie. Et alors, voulez-vous battre ? Comme l'explique très bien Laurent Salard, la selfie est loin d'être uniquement une forme narcissique. C'est au contraire un outil social qui atteste du lien entre soi, le cadre et les autres dans un continuum. Cette photographie de soi dans un décor prend tout son sens pour un fan qui a déjà vu le décor en image. Il s'en fiche d'en avoir une de plus, mais une de lui dans le décor renforce son lien à l'objet de passion et montre combien l'espace est lié à notre construction identitaire et à l'imaginaire qu'on plaque dessus. Et après on dit que la fiction n'a pas d'impact sur le réel. On peut évidemment critiquer cet impact, car il n'est pas toujours très bon, surtout en matière de voyage et de tourisme. Mais il est bien là. Alors il suffit de se rendre par exemple à Baker Street, à Londres, pour en être assuré. Cette rue était totalement anodine, avant que Arthur Conan Doyle en fasse le lieu de résidence de son héros Sherlock Holmes.
Et maintenant, on y trouve le musée consacré au personnage éponyme, décoré façon fin 19e, et avec une file d'attente interminable. Prononcez le mot Cardiff à n'importe quel geek, et il ou elle aura probablement du mal à vous faire un historique de la ville. Mais il ou elle saura aussi que c'est là que se tourne Doctor Who, et vous fera part de son envie d'y aller faire un tour. Ce rapport spatial et territorial, comme outil de singularisation des fans, et comme part importante du plaisir qu'on peut éprouver au contact d'un lieu, est très bien exploité par les territoires en question. En effet, à Marseille, on peut visiter la ville selon un parcours dédié à la série Plus belle la vie. En Nouvelle-Zélande, les décors du Seigneur des Anneaux ont été conservés et sont visitables. À Londres, le panneau indiquant le quai 9¾ a été conservé dans la gare King's Cross à la suite du film Harry Potter. Les traces fictionnelles sont partout, et si certains, comme Baudrillard ou Umberto Eco, ont pu critiquer ce mélange vu comme une perte de repères, on peut y voir aussi un moyen de remettre de la poésie dans le monde et de nous questionner sur le thème très complexe de l'authenticité. Ça permet aussi de sortir des trajets classiques et des circuits les plus habituels pour renouveler la notion de voyage. Je rêve par exemple de visiter l'Amérique comme le héros du livre American Gods de Neil Gaiman, ou de suivre ce circuit de visite très connu de la Californie en lien avec les films Retour vers le futur. Nom de Zeus. La fiction est donc toujours un regard sur le monde, et il y a bien pire comme moyen de l'aborder. Mais le rapport des fans à l'espace va plus loin que ça. Quand on est passionné de fiction, et même un public occasionnel, que l'on adore se plonger dans l'imaginaire, tous les territoires du quotidien peuvent se transformer par notre regard. Est-ce que vous avez jamais vécu une panne d'ascenseur ou de métro, et vous commencez à vous dire « mais ça ressemble à un film d'horreur là ?» Moi oui. Et lorsqu'on fait ça, on ne fait pas forcément de référence à un film en particulier, mais à une forme générique. Le film d'horreur, la comédie, le film romantique, etc. Chaque genre possède ses codes, et en particulier ses codes esthétiques. Il s'agit alors d'une fictionnalisation générique du monde, qui permet de le sublimer et de changer la manière dont on l'habite. Il a souvent été dit que les terroristes, lors du 11 septembre 2001, ont choisi la forme de leur attentat en s'inspirant des films catastrophes américains et de leurs grandes scènes de destruction urbaine. Alors je sais pas si c'est vrai, mais il est clair que ces images ressemblaient à celles du cinéma hollywoodien. Mais nous sommes en réalité nombreux à faire ça au quotidien, pas des attentats, Et là, nous sommes plus dans le tourisme de véritable lieu de tournage, nous sommes dans la culture participative. C'est uniquement notre vision qui transforme, en l'espace de quelques secondes, le réel pour le refaçonner de manière ludique. On aime jouer avec l'espace matériel, parce que ça donne une forme de présence à l'imaginaire fictionnel, et ça donne l'impression qu'il est habitable, partageable, commun. C'est aussi dans ce cadre que l'on peut inscrire les escape games, très à la mode en ce moment, et dont on reparlera peut-être bientôt. Il s'agit d'un retour à la matérialité et aux espaces partagés, tout en continuant à jouer et à se plonger dans des univers fictionnels. Le trajet de métro est plus amusant et moins vécu comme une contrainte si on le vit comme le début d'un film. Et pourquoi ne pas s'intéresser à des musées ou à des monuments au travers des fictions qui les ont mis en scène? Une chose que le Louvre a par exemple bien compris. On pourrait même y gagner en termes de médiation culturelle et de connaissances globales, peu importe le point de départ. Mais la fiction ne fait pas que changer notre rapport au territoire, vu comme partie prenante d'un univers diégétique. La réception elle-même, la manière dont on consomme les objets culturels, est à la fois influencée par nos espaces de vie, mais aussi change la manière dont ils sont vécus. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Dites-nous quel lieu mythique lié à votre série film jeu préféré vous auriez envie de visiter ou vous avez déjà visité, et dites-nous aussi si vous étiez déçu en visitant un lieu qui vous a fait fantasmer à cause d'une œuvre fictionnelle. Je suis sûr que vous avez tous plein d'exemples. N'oubliez pas le guide, partagez, laissez un pouce en l'air, et rendez-vous très bientôt.